Bonjour à tous. Merci, pour votre présence pour ce nouveau webinaire où on va, donc parler des enjeux, liés à la directive NIS 2 pour vous en tant que partenaire. Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Romain Hiver en charge, des solutions de sécurité chez Watsoft au niveau commercial. Je vais être accompagné pour cette présentation de Régis Le Chien, qui est un maître, un avocat du coup spécialiste, dans le numérique et les systèmes d'information. Alors, monsieur Régis Le Chien ne peut pas être présent aujourd'hui, donc on a fait un enregistrement de sa présentation, qui vous sera diffusé. Donc, comme je le disais, on va voir ensemble, la directive NIS 2 dans son détail. Donc pourquoi NIS 2 est un tournant pour les obligations en cybersécurité des entreprises et donc pour vous en tant que partenaire. Donc on va essayer de comprendre les obligations liées, à cette directive, NIS 2 et ensuite en fin de présentation, on vous présentera, les offres que nous, Adsoft, on a notre catalogue qui peuvent vous permettre de répondre à cette directive. Je vais vous diffuser l'enregistrement qui a été fait de monsieur Régis Le Chien, du coup, qui va donc vous présenter et vous parler de cette, directive. Si vous avez des questions lors de la présentation, n'hésitez pas de nous les poser, directement dans le chat, dédié. Nous y répondrons, donc j'y répondrai à la fin et s'il y a des questions liées d'un point de vue juridique, nous les transmettrons bien entendu, à Régis, Le Chien qui y répondra par la suite. Alors, hop là. Donc je vais vous lancer l'enregistrement. Oui, alors effectivement, beaucoup de questions autour de cette directive NIS 2. Alors la première chose, c'est Network and Information Security, hein, on aime bien les anglicismes au niveau européen, vous l'avez déjà bien vu. Donc NIS 2, c'est une directive européenne qui fait suite à NIS 1. On parlera un petit peu plus loin dans un autre slide du déroulement de la mise en place de NIS 2. Et effectivement, c'est un tournant dans la prise en compte de la cybersécurité au niveau européen, dans la mesure où cela revient à rendre obligatoire au niveau réglementaire un certain nombre d'exigences relatives à la cybersécurité qui étaient jusqu'à présent dans le domaine des bonnes pratiques, dans le domaine des obligations de moyens et même pas forcément de résultats pour beaucoup de structures. Alors effectivement, NIS 2 est un tournant car cela concerne beaucoup plus d'entités qu'auparavant. On a 19 secteurs, plus que 19 secteurs concernés, extrêmement larges, hein, le transport, l'agroalimentaire, la santé, l'énergie. On a également un nombre d'entreprises considérablement, enfin d'entreprises de structures, hein, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, considérablement plus importants qu'auparavant, qui vont être concernés, ce qui va densifier en quelque sorte le niveau d'exigence et va rendre quasiment incontournable le fait que on soit tous en relation à un moment ou à un autre avec une structure, une entité qui est NIS 2, donc qui est soumise à l'obligation de NIS 2, d'appliquer NIS 2. Donc toutes les entreprises qui travaillent donc avec les entreprises qui relevant des secteurs couverts par NIS 2 devront également prendre en compte l'arrivée de cette réglementation dans la mesure où NIS 2 a un caractère viral, c'est-à-dire qu'une structure qui doit appliquer les exigences de NIS 2 va devoir, puisqu'elle n'est jamais toute seule à travailler sur son système d'information, elle a des fournisseurs, elle a des partenaires, elle a des interlocuteurs, elle va devoir se préoccuper de savoir s'ils sont conformes avec le niveau d'exigence qui lui est applicable, c'est-à-dire si NIS 2 peut en quelque sorte être répercuté de manière un peu indirecte. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup changer les choses. On parle dans la directive, pour être précis, de la notion de chaîne d'approvisionnement. Bon, en réalité, c'est beaucoup plus large, mais c'est un petit peu comme beaucoup d'autres réglementations, comme le RGPD, hein. Si je suis conforme au RGPD, je vais vous demander si vous l'êtes. Donc, ça va être un petit peu le même mécanisme. Et on va avoir effectivement de nouvelles obligations beaucoup plus importantes et beaucoup plus, en tout cas, rigoureusement appliquées qu'auparavant,
en termes en particulier d'anticipation, notamment au niveau de l'évaluation des risques, en termes de contrôle. Alors ça, c'est un prérequis qui existe déjà depuis bien longtemps en termes de sécurité informatique, ce sont les contrôles des accès. Mais on va avoir aussi quelque chose qui n'était pas forcément mis en œuvre systématiquement, c'était des exigences de surveillance continue et d'évaluation, on va dire, permanente dans la durée et en permanence des risques. C'est quelque chose également qui va être beaucoup plus important. Et j'en profite pour dire ici qu'un changement d'approche fondamentale entre NIS1 et NIS2, donc la première version de cette directive et la version qui entre en vigueur, qui entre en application, pour être précis juridiquement. En fait, ce qui est important de noter, c'est qu'auparavant, dans NIS1, nous avions une application sur uniquement la partie du système d'information qui était concernée par l'activité sensible, en quelque sorte, qui justifiait d'être soumis à NIS1. Dans NIS2, c'est l'ensemble du système d'information de l'entité. C'est-à-dire que des éléments du système d'information, des ressources, des entités à l'intérieur d'un groupe, par exemple à l'intérieur d'une structure, qui n'étaient pas forcément soumises directement à NIS2, vont devoir être prises en compte dans la conformité à NIS2. Alors ça reste à évaluer. Je pense qu'il y aura une jurisprudence, il y aura des ajustements pour savoir jusqu'où va cette frontière de NIS2. Mais effectivement, on considère que c'est l'ensemble du SI de la structure qui est soumise à NIS2. Le rôle en tant que MSP, effectivement, ça va être d'accompagner les clients dans ce cadre-là, puisque effectivement, c'est un changement fondamental et il y a beaucoup d'attentes en termes d'information et en termes de solutions à proposer pour pouvoir être dans cette dynamique de NIS. Alors, les obligations de Nice 2, j'y répondrai effectivement sur un 4, 3, plusieurs questions, en fait, quand, quoi, qui, comment. Alors, quand, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, comment en est-on arrivé là? On avait effectivement une directive Nice 1 qui existait, qui est entrée en vigueur, on va dire, entrée en application en même temps que le RGPD en 2018. C'était pratiquement le même mois. C'est quelque chose qui était à l'époque passé un peu plus inaperçu parce que seuls des secteurs vraiment très sensibles étaient concernés par NIS 1. Aujourd'hui, effectivement, où en est-on par rapport à NIS 2? Alors, en novembre 2022, on a eu l'adoption officielle de la directive par le Parlement européen. Ça, c'était le premier cap, c'est-à-dire le consensus global sur qu'est-ce que va être. Ensuite, on a eu le 14 décembre 2022 une signature de la directive par les co-législateurs. En décembre 2022, toujours la publication au journal officiel de l'UE, donc avec la mise en branle du mécanisme d'entrée en vigueur de cette directive. En janvier 2023, donc l'entrée en vigueur de cette directive, qui est intervenue quelques jours après leur publication. Le 17 octobre 2024, nous avions normalement l'échéance, la date limite pour la transposition par les États membres de cette directive. Alors, pour rappel, hein, ce sont des mécanismes de juristes. Quelle est la différence entre un règlement et une directive au niveau européen? C'est qu'un règlement va directement s'appliquer dans les États membres et écraser en quelque sorte la loi interne. Donc, c'est par exemple le cas du règlement DORA, qui est le pendant de Nice 2 pour la partie secteur bancaire assurance et qui lui a aussi des exigences qui sont très très proches. Hein. On est sur la même philosophie. Mais là, on a un règlement. Le RGPD est un règlement. C'est un règlement. On avait avant des directives en matière de données personnelles. Maintenant, on a un règlement. Donc, c'est lorsque l'Union européenne veut que le texte soit le même partout, parce qu'il y a eu trop d'écart. Alors, entre les États qui faisaient un peu leur cuisine. Aujourd'hui, dans NIS 2, on est toujours sur une directive qui succède à une directive. Pourquoi? Parce que l'Union européenne n'a pas encore choisi de passer sur un règlement dans NIS 2, considérait que les États devaient quand même s'adapter. Et ce qui se passe, c'est que dans le cadre de la directive, elle doit être transposée dans le droit interne de chaque État. Et ce qui se passe, c'est que chaque État doit du coup mettre en place un texte national qui sert de connecteur, en quelque sorte, pour parler informatique, entre la directive au niveau européen et la loi, le système juridique de chaque pays. Alors, certains ont avancé plus vite que d'autres. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'Italie qui a fait le job. Nous avons la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, la Belgique, nos voisins belges, qui ont fait le job aussi et qui ont été en mesure d'avoir leur texte de cyber-résilience dans leur pays qui prennent en compte justement les connexions avec DORA, les connexions, parce qu'il y a quand même, même si c'est un règlement, quelques connexions, la transposition de NIS 2, ainsi qu'un certain nombre de précautions également qui s'inscrivent dans le cadre d'une autre directive qui s'appelle la directive REC sur les secteurs vraiment sensibles en termes, mais plus globalement que l'informatique, de sûreté par rapport à des secteurs sensibles de l'État. Voilà. Donc,
la directive devait être transposée. Sauf que, ça ne vous a pas échappé, que nous avons quelques petits problèmes de stabilité politique dans notre pays. N'en tenez pas compte de cette incertitude et de cette instabilité actuelle en vous disant que Nice 2, finalement, va prendre plus de temps que prévu et qu'on attend. Il faut dès aujourd'hui se poser les bonnes questions et il faut dès aujourd'hui conseiller, proposer des solutions pour pouvoir être conforme à Nice 2. Le directeur de l'ANSSI lui-même a précisé, puisque c'est l'autorité qui sera chargée de contrôler l'application de Nice 2, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et le directeur de l'ANSSI a dit lui-même que l'ANSSI serait relativement tolérante et il y aurait une période de mensuétude, au moins pas pendant les 2 ans à venir. Toujours est-il que, effectivement, il ne s'agit pas de dire que c'est un report de 2 ans. Il s'agit de dire que c'est applicable, ou ça va être très vite applicable, et que la mise en conformité doit se faire durant cette période-là, étant précisé qu'elle aurait normalement dû être faite avant. Donc le processus de transposition, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui rend un peu les choses compliquées. Et effectivement, il faut suivre cela d'un œil, mais il faut en même temps, effectivement, s'engager dans la démarche en parallèle. Alors, qui est concerné? On l'a dit tout à l'heure, plus de 19 secteurs concernés désormais. Par rapport à NUS 1, c'est beaucoup plus. Un nombre de structures concernées d'à peu près 20 fois plus, entre 20 et 30 fois plus qu'auparavant. On a effectivement un dispositif qui va être scindé en 2 parties. C'est le tableau dans ce slide. Le dispositif concernant les entités essentielles et le dispositif concernant les entités importantes, les EE et les EI. Alors, pour faire le schéma très rapide, le E sera la structure qui aura le plus d'obligations et qui sera considérée comme vraiment très sensible, entité essentielle, avec des obligations de documenter et de montrer patte blanche auprès de l'ANSSI en amont. C'est-à-dire, en l'absence d'incident, en l'absence de problème, le E devra rendre compte de ce qu'elle fait et devra documenter en fait toute sa cybersécurité pour que l'ANSSI puisse surveiller cela et contrôler cela, même en l'absence de problème. D'accord? Alors que le I sera un peu moins, on va dire, rigoureusement suivi. L'entité importante sera une structure qui va devoir respecter NIS 2 parce que ça va lui être applicable, mais elle va devoir un peu dans la philosophie du RGPD, travailler son accountability, c'est-à-dire travailler sa conformité, et la documenter pour pouvoir la produire en cas de problème. C'est-à-dire en cas de contrôle de l'ANSSI spontané, comme la CNIL contrôle pour le RGPD, ou en cas de violation sur laquelle, donc d'atteinte pour la CNIL en termes de données personnelles, c'est une violation. Donc là, dans ce cas, ce sera un incident important en termes de cybersécurité, avec justement des ajustements qui devront être faits, parce qu'il va falloir notifier à l'ANSSI, effectivement, ces incidents dans les 24 heures. Et il va falloir faire des rapports et expliquer quelles mesures on a prises pour éviter ça, quelles mesures on a prises pour gérer ça et quelles mesures on a prises pour éviter que ça se reproduise. C'est un peu classique en termes de cybersécurité, mais du coup, effectivement, dans le cadre de l'EI, ça sera plus, vous voyez, en réponse en fait à un problème que l'on va devoir être conforme finalement. Alors, les critères pour pouvoir choisir si vous êtes EE ou EI sont de 3 ordres. Il y a le critère du domaine, où en fonction du domaine, on va être forcément classé E ou EI, mais ça se mixe avec la taille de la structure en termes de nombre d'employés, c'est-à-dire moins de 50, ça va être une toute petite structure, dont certaines vont échapper au dispositif. Entre 50 et 250, ça va être des structures qui vont être plus souvent être des EI et dans certains cas vont être des EE en fonction de leur domaine. Et plus de 250, on va être plus facilement monter en grade dans l'évaluation d'un EI ou est-ce qu'on est, vous voyez, donc j'essaie de schématiser le plus simplement possible parce que c'est un peu une usine à gaz. Et on a du coup le nombre d'employés et le chiffre d'affaires avec des critères alternatifs, c'est-à-dire 250 employés, chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Alors, 10 millions d'euros, ça va être le petit seuil, et 50 millions d'euros, ça va être le gros seuil. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tellement compliqué qu'il y a une plateforme sur mon application NIS 2, la Mon NIS 2, qui a été mise en ligne par l'ANSSI. Vous suivez un petit parcours pour savoir si vous êtes NIS 2 ou pas, et qui applique de manière croisée ces différents critères. Mais j'attire votre attention sur le fait que dans les nouveautés par rapport à NIS 1, on a listé dans les infrastructures numériques, c'est ce que j'ai mentionné sur le tableau là, dans les infrastructures numériques, la gestion des statistiques pour ce qui concerne les ELI, c'est-à-dire le système simple, conformité a posteriori, et dans les fournisseurs numériques pour ce qui concerne les EE, c'est-à-dire contrôle rigoureux de l'ANSSI en amont,
un certain nombre de prestataires, de domaines qui correspondent aux prestataires du numérique. C'est-à-dire que là, on ne se pose pas vraiment la question de se dire oui, vous êtes concerné, vous n'êtes pas concerné. Là, ça va être d'application assez rapide, puisque dans certains cas, ça va être ETP de moins de 50 ETP et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a les fournisseurs de points d'échange Internet, on a les fournisseurs de services DNS, on a les registres de long de domaine, le premier niveau, la FNIT, tout ça. On a les fournisseurs d'informatique en nuage. Alors ça, pour le coup, ça peut viser beaucoup de monde. IaaS, PaaS, SaaS. On a les fournisseurs de services de centres de données, donc les data centers. On a les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les CDN. On a les prestataires de services de confiance, SP, signature électronique, les fournisseurs de réseaux de communication électronique publique et les fournisseurs de services de communication électronique accessibles au public, donc fournisseurs d'accès et opérateurs télécoms. Et on va avoir également la gestion des services TIC. Et c'est là où les MSP vont être très vite concernés, en fait. J'ai mis la définition pour que vous compreniez bien qui ça va concerner. Donc sont les entités qui fournissent des services liés à l'installation, la gestion, à l'exploitation ou l'entretien de produits, de réseaux, d'infrastructures ou d'applications TIC ou autres réseaux et systèmes d'information par l'intermédiaire d'une assistance ou d'une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance. Et du coup, ça concerne, dans les listes qui circulent, les fournisseurs de services gérés et les fournisseurs de services de sécurité gérés, qui, du coup, on va avoir du coup les MSP et les MSSP qui vont être concernés dans NIS 2. Voilà. Donc, dans certains cas, à partir de 50 personnes et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, EI, et au-dessus, on passera éventuellement EE. Alors, il y a peut-être effectivement dans l'auditoire des structures qui sont plus petites, qui sont en dessous des seuils. Et attention, revenez toujours à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la chaîne d'approvisionnement va imposer que si vous n'êtes pas NIS2, votre client ou un de vos clients le sera vraisemblablement à un moment ou à un autre. Et du coup, vous allez devoir lui expliquer, de fait, appliquer pratiquement NIS2 comme. Ouais, on peut passer à la suite, et effectivement. Alors, NIS2, comment mettons en place NIS2? Alors, NIS2 a changé un petit peu la face de la cybersécurité sur le plan documentaire et réglementaire, dans le sens où, premièrement, c'est le premier texte juridique qui ne fait pas que dire les personnes, on va dire, concernées, les structures concernées devront appliquer leurs meilleurs efforts et devront respecter les règles de l'art et mettre en œuvre les mesures conformes aux normes en vigueur. D'habitude, c'était comme ça qu'on visait, on va dire, les obligations en matière de cybersécurité. Assurer la sécurité selon les mesures techniques organisationnelles en fonction de la sensibilité des données, comme on voit dans le RGPD. Après, mesures techniques organisationnelles en fonction de la sensibilité des données et des moyens dont vous disposez, c'est open bar. C'est-à-dire, vous n'avez pas de moyens, vous faites quoi? Vous avez beaucoup de moyens, vous faites quoi? Et c'est quoi les mesures techniques organisationnelles des règles de l'art? C'est les règles de l'art 2024, ce n'est pas les règles de l'art de 2020 ni de 2016. Donc, comment on fait? Et là, ce qui se passe, c'est que autant on avait ISO 27000, par exemple, qui nous imposait, mais de manière volontaire, quand on se soumettait à cette démarche de conformité, un certain nombre d'obligations, autant maintenant, dans la directive, on a carrément un ensemble de 10 obligations, qui peuvent être même déclinées en des obligations plus précises, qui sont les grandes obligations de cybersécurité, qui sont maintenant dans le texte. Alors, on a en particulier la nécessité de mettre en place, en particulier sur la gouvernance et la gestion des risques, on doit mettre en place l'approbation et la supervision des mesures de sécurité par la direction, la formation obligatoire des membres de la direction sur les risques et pratiques de cybersécurité, l'évaluation complète des risques, la mise en place d'une politique de sécurité de l'information, donc des PSSI par exemple, hein, les mesures techniques opérationnelles également qui vont devoir être faites, c'est-à-dire la sécurisation des réseaux, la mise en œuvre d'authentification multifacteur et des communications sécurisées, le chiffrement des données, la gestion des accès et les contrôles d'accès rigoureux, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les différents contrats et les différents engagements avec les fournisseurs. Et c'est là où les MSP et tous les fournisseurs du domaine de l'IT vont être concernés, tous les prestataires. Ensuite, on a également la gestion des incidents, où le texte vraiment vient nous expliquer qu'il faut mettre en place des procédures de gestion des incidents, donc tout ce qui est plan de gestion de crise, PRA, PCA, et autres procédures de réponse à incident, quelles qu'elles soient, qui augmentent la résilience des structures. Il va falloir le documenter et le tester et le mettre en œuvre et le tester. On va avoir également l'obligation de notifier rapidement les incidents de sécurité à l'ANSSI. Comme je le disais,
C'est l'alerte précoce dans les 24 heures, la notification détaillée dans les 72 heures et le rapport final sous un mois. Fini de jouer en termes de cybersécurité avec l'omerta, c'est-à-dire je suis touché, je ne vais en premier niveau pas communiquer sur ce qui m'arrive. Alors on le voit avec le RGPD, ça arrive. Il y a aujourd'hui une obligation de notifier l'existence d'une violation de données, mais quand elle a des conséquences importantes pour les personnes. Si les conséquences ne sont pas importantes, on ne publie pas. Par contre, la CNIL, normalement, doit recevoir des notifications pour pratiquement tous les incidents de sécurité qui touchent les violations de données. Mais effectivement, aujourd'hui, ça concerne les données personnelles. Avec NIS2, ce sera pour tous les incidents de sécurité, en quelque sorte, sachant que, j'en ai pas parlé jusque-là, mais il y a depuis le mois de juin dernier, dans dans les textes français au niveau du Code de la défense nationale, une obligation pour les éditeurs de logiciels de notifier à l'ANSSI les vulnérabilités significatives de leur logiciel. Ça existe déjà, c'est paru avant l'été, c'est entré en vigueur avant l'été, c'était paru à la fin de l'année dernière. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore été beaucoup appliqué et qui n'est pas très connu, mais les éditeurs de logiciels doivent, on va dire, communiquer à l'ANSSI l'existence de leurs vulnérabilités dès lors qu'elles ont un niveau de criticité assez important. Alors, on va avoir ce changement. Et en responsabilité formation, ça ne vous a pas échappé, hein, je viens de le citer, la nécessité de sensibiliser les dirigeants. Et le point important également en termes de différence entre NIS 2 et NIS 1, c'est que NIS 2 est en train de révolutionner les choses. Elle entérine le fait que les organes de direction d'une structure pourront être tenus directement responsables des défauts de sécurité informatique de leur structure. Jusqu'à présent, on était dans le petit jeu de la responsabilité de chacun, c'est-à-dire le DSI qui va proposer des solutions à sa direction, le RSSI qui va alerter sur des risques présentés par le système en place, parce qu'on n'a pas investi, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas la sensibilité de la direction. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que là, fini de jouer, on amène une sanction qui peut exister dans, on va dire, en bout de course, c'est-à-dire si vraiment on identifie des manquements graves, des négligences quasiment volontaires, ou en tout cas, après, le juge appréciera, de la part de la direction, c'est-à-dire on a investi dans des domaines et on a volontairement laissé en plan la sécurité informatique, vous pouvez avoir des interdictions d'exercer les fonctions pour la personne. C'est la première fois, moi, personnellement, que je vois en tant qu'avocat des sanctions comme ça alors ça peut exister dans le domaine de la santé, ça peut exister dans des professions réglementées, mais jusqu'à présent, les dirigeants d'entreprise, en général, ils étaient suspendus et ils avaient des interdictions de gérer quand ils fraudaient. C'est-à-dire, il fallait, par exemple, être dans une situation de banqueroute de l'entreprise ou de falsification des comptes ou de fraude fiscale aggravée, par exemple, pour se retrouver avec une interdiction de gérer. Là, on va avoir une interdiction d'exercer les fonctions, ce qui peut revenir à des interdictions de gérer, qui pourront être dans l'absolu prononcées sur demande de l'ANSSI par des juges, alors qui jugeront, hein, mais c'est quand même quelque chose qui doit être communiqué dans les entreprises parce que les directions ne peuvent pas maintenant s'abriter derrière la pile des investissements à faire et le fait que la cybersécurité soit un peu bas dans la pile. Ce sujet-là est quelque chose de très dangereux pour la responsabilité des dirigeants. Donc ça, c'est un point important, sachant que je ne vous ai pas cité le point le plus fondamental, c'est que les entités essentielles pourront être condamnées à des amendes qui pourront atteindre désormais non pas 100 000 euros comme avant, mais 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial, et les entités importantes, 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ce qui veut dire que dans NIS2, on va pouvoir passer des sanctions de plusieurs dizaines de millions d'euros ou de plusieurs centaines de milliers d'euros pour des structures qui n'auront pas respecté, comme pour le RGPD. Donc c'est aujourd'hui, l'aspect sanction va être très important. Voilà. Le dernier point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait que la chaîne d'approvisionnement devra être beaucoup plus encadrée qu'auparavant. C'est-à-dire concrètement, juste un petit aparté là-dessus, c'est que les contrats devront être bien rédigés, que lorsque vous intervenez auprès d'un client, si vous êtes prestataire, vous allez devoir bien vous soucier de comment vous rédigez ces contrats ou comment ils vous sont imposés par vos clients, si vous avez des clients qui vous imposent leur contrat. Et vous allez aussi vous retrouver, que vous soyez NIS 2 ou même si vous ne l'êtes pas, mais si eux le sont, ou s'ils travaillent eux-mêmes avec des gens qui sont NIS 2, parce que côté viral, n'oubliez pas ça, vous allez vous retrouver à compléter des questionnaires sur vos pratiques, les fameux questionnaires sur les mesures organisationnelles, les mesures de compliance en termes RGPD, en termes d'ISO 27000 ou assimilés, et ce qu'on trouvait avant dans les PSSI et dans ce qu'on appelle les TOM, les Technical and Organizational Measures, qui étaient en annexe à des contrats, ça va devenir des exigences plus fondamentales qu'auparavant.
Alors ça, vous le connaissiez parce que je pense que dès qu'on travaille avec des filiales de grands groupes, par exemple, on se retrouve très souvent avec des questionnaires de RSSI ou des questionnaires de DPO. Voilà, donc dès là, ça va devenir vraiment beaucoup plus présent dans les relations et ça va devenir plus engageant. Juridiquement, il y aura vraiment un enjeu à compléter ça de manière formelle. Alors, Nice 2, effectivement, les conséquences de Nice 2 par rapport aux démarches en termes de prestataires et de MSP, c'est des obligations pour vos clients. Ça va être quoi concrètement? Ça va être de renforcer la cybersécurité au moyen des outils conformes à ce qui se fait, le fameux état de l'art, mais avec désormais cette obligation réglementaire. Donc, c'est notamment développé en termes de veille et en termes d'anticipation des risques, parce que vous l'avez vu, notification à l'ANSSI dans les 24 heures d'un incident, c'est-à-dire de sa découverte. Mais en même temps, il ne s'agit pas de le découvrir 10 jours plus tard ou 2 mois plus tard. Donc, ça va être le SOC qui va devenir l'incontournable et qui va vraiment rentrer, comme c'est actuellement le cas, mais encore plus vite dans les règles de l'art et dans les incontournables. Ça va être tout ce qui est EDR, XDR, c'est-à-dire le fait que les solutions de sécurité soient aujourd'hui connectées et qu'elles soient associées à des services en termes d'assistance à la détection, d'assistance à la réponse à incident, à la remédiation. Ça va être des choses qui sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. Signaler rapidement les incidents majeurs. Alors ça va être des procédures à mettre en place de réactivité. Hein. Quand c'est dans les 24 heures, ça va très vite. Hein. Et ça implique sur le plan de la présence des personnes concernées d'autres enjeux, comme de la suppléance, le fait des dispos 24/24. C'est pas toujours évident à gérer. Des audits réguliers pour maintenir les niveaux de sécurité, éviter les sanctions. Alors ça, effectivement, ça va être quelque chose de fondamental. On ne pourra pas rester sur les bonnes pratiques mises en place à une date définie et qui ensuite sont revues en fonction des budgets. C'est-à-dire que là, c'est plus le budget qui commande, en fait. Les directions vont devoir comprendre ça. Ça va être l'exigence réglementaire qui va commander et le budget devra suivre. C'est difficile aujourd'hui, avec le contexte économique actuel, d'essayer de parler budget en disant que ça passe après, mais en fait, ce texte vient quand même entériner cette hiérarchie. Voilà. Les impacts pour les dirigeants, vous l'avez vu, une responsabilité accrue et qui peut être directe en cas de faille ou de non-conformité importante. Donc, ça change un peu les choses, c'est-à-dire que là, on va les responsabiliser de manière beaucoup plus forte. Hein. Les RSSI, notamment, et les DSI auront un levier plus important aujourd'hui à partir de Nice 2 pour pouvoir pousser les solutions et expliquer qu'il y a un enjeu direct pour la direction. La nécessité d'adopter une gouvernance orientée cybersécurité, hein, puisque jusqu'à présent, on n'était pas forcément sur la cyber fondamentalement. Et les opportunités pour vous, ça va être effectivement de renforcer votre rôle stratégique, c'est-à-dire d'aider vos clients à se mettre en conformité tout en protégeant pour leur activité et de pousser, on va dire, plus facilement et avec plus d'arguments, en fait, des solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément choisies parce qu'il y avait toujours une hésitation sur est-ce qu'on doit le faire. Voilà, là, il faut plus se poser de questions avec nous deux. Et puis en termes de budget, avec est-ce qu'on a les moyens, on est limite, peut-être l'exercice suivant, là, on ne peut plus attendre. C'est-à-dire que justement, cette impulsion, elle va être donnée par Nice 2 en termes de cybersécurité. Et toucher les utilisateurs finaux de vos clients qui doivent être formés et entraînés, c'est-à-dire que effectivement, la dimension sensibilisation et formation en termes de cybersécurité va prendre toute sa densité dans les structures, dans la mesure où considérer, c'est déjà un peu le cas, mais comme une faute en termes de conformité que de ne pas former son personnel et de ne pas leur permettre d'anticiper les situations. Hop, merci. Donc je reprends la main pour pour la suite de la présentation. Donc voilà, vous avez écouté hein, l'explication de Régis Le Chien par rapport à cette directive NIS 2 pour que ça vous permette donc d'y voir Oui, plus alors clair. effectivement, Oh, pardon, d'y voir plus clair par rapport à tout ce que ça va impliquer. Donc, comme l'expliquait Régis, donc cette directive implique des exigences, donc au nombre de 10, hein, comme vous pouvez le voir sur la slide actuelle. Pour faire le lien avec nous, Adsoft, les solutions qu'on propose, donc vous avez une liste qui n'est pas forcément exhaustive des solutions qui peuvent combler les différentes exigences qui sont demandées par cette directive. Tout d'abord, on est sur des solutions de sécurité
Donc notamment sur la directive, la numéro 1, la numéro 2. Donc là, on va être sur, des solutions de type EDR, MDR, donc avec notamment des SOC managés. De notre côté, donc on a les éditeurs Kaspersky, Emdal et maintenant Acronis qui proposent des offres EDR, MDR. Pour information, donc on a rentré Acronis depuis la fin d'année dernière en termes de nouvelles solutions à notre catalogue, justement pour combler le départ de Enable qui est arrivé à l'automne dernier, pour ceux qui avaient suivi les informations. Donc sur cet aspect sécurité, on va aussi avoir donc Riot pour tout ce qui va être sensibilisation des utilisateurs, donc pouvoir former les collaborateurs et les sensibiliser. On va avoir aussi Netbricks, donc qui est une solution d'audit de sécurité sur les serveurs et qui peuvent permettre de détecter s'il y a des failles de sécurité sur ces différentes instances. On va avoir aussi donc BlackFog qui là peut être intéressant puisque c'est une solution qui va permettre de lutter contre l'exfiltration de données et de pouvoir détecter et de bloquer toutes les potentielles fuites de données qu'il peut y avoir. On va notamment avoir toutes les solutions de sauvegarde qui vont devoir être mises en place donc, pour la continuité des activités, donc sauvegarde, reprise PRA, donc avec quoi stockage, Comet, Acronis également, qui vont pouvoir répondre à cette exigence. Euh, donc voilà, donc on a l'ensemble de ces exigences qui sont référencées. De votre côté, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur certaines de nos solutions, des demandes également qui peuvent être pris en compte. Donc là, ça vous permet d'avoir une liste assez complète de ce qu'on peut vous proposer et comment on peut vous accompagner, nous, à mettre en place des solutions adéquates à vos clients pour répondre à ces exigences. À savoir ce qui est important, vous aussi en tant que partenaire de prestataire, c'est toute la notion de rapport, de suivi que vous allez pouvoir fournir également, pour prouver que ces exigences ont bien été faites, ont bien été répondues. Et donc, nous voilà, on s'assure que l'ensemble des solutions que l'on propose aussi peuvent vous permettre d'avoir ce type d'informations, de reporting pour prouver que c'est, tout ce type, toutes ces exigences ont été mises en œuvre. Donc, merci à tous pour votre présence pour ce webinaire. Donc, on a encore quelques minutes, même si on a un peu dépassé le temps, pour répondre aux questions, si vous en avez. Donc, je vous laisse les poser directement dans l'outil de chat dédié. Donc, n'hésitez pas également si vous souhaitez à contacter donc monsieur Régis Le Sien pour avoir des informations complémentaires par rapport à cette directive. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail et nous vous transmettrons ces coordonnées par rapport à ça. Donc, je vais voir si j'ai quelques questions. Alors, concernant les solutions que l'on propose, Heu, vous pouvez bien sûr, avoir des versions de test, hein, sur chacune des solutions que l'on a. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des demandes ou des besoins sur l'ensemble des solutions et si vous avez besoin, d'accompagnement aussi pour mettre en place certaines solutions de votre côté. Heu, alors je vois si j'ai des questions sur la partie un peu réglementaire et aspect juridique. De ce côté-là, donc on transmettra les questions à à Régis, Le Chien et on vous enverra ensuite la réponse liée à votre demande. Je vois que j'ai pas forcément d'autres questions. Hem, mais je vous remercie à tous pour votre participation. Hem, oui, donc si, cette présentation sera disponible en replay, vous allez le recevoir par email et sera également disponible sur notre chaîne YouTube, pour que vous puissiez, la visualiser, la communiquer aussi auprès de vos collègues pour qu'ils puissent, du coup, se former et avoir, toutes les bonnes informations liées à cette directive NIS 2.
Merci à tous pour votre présence. On reste disponible si vous avez des questions sur, sur cette directive ou sur nos solutions et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.